On vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et tous, ceux qui nous ont rejoints dans les dernières secondes, dernières minutes. Le thématique du jour, elle nous concerne toutes et tous, dans tous nos secteurs, toutes nos entreprises, toutes les organisations, c'est l'IA et la durabilité, déclic ou déclin. Et donc, on va, dans ce webinaire, tâcher d'être le plus concret possible, afin que chacun puisse repartir avec des bonnes pratiques et de l'inspiration sur ce sujet et pouvoir répondre à cette question. Évidemment, on a notre idée sur la question, sur le sujet. J'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes. Donc, Stéphanie Hamon, qui est responsable RSE et ESG chez BPI France. Donc, bonjour Stéphanie. Bonjour. Jérôme Béranger, qui est CEO de Goodalgo et également expert en éthique du numérique et qui va également prendre la parole justement en particulier sur les sujets éthiques. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et Jean-Philippe Clerc, qui est directeur of marketing chez ASI. ASI qui se définit comme un cabinet d'expertise numérique et tu auras l'occasion de te présenter un peu plus en détail par la suite. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et tous. Alors sur ce sujet de durabilité, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui est très présent dans nos entreprises et on veut couvrir ensemble ces thématiques avec vous. Alors, pardon, j'ai un petit bug d'affichage évidemment au moment où il ne fallait pas. Est-ce que tu veux qu'on prenne la main? Je veux bien. Alors, je veux bien que... merci, du coup, Stéphanie, d'accueillir pour une fois encore ce webinaire. Et ça nous permet, on avait compté, ça fait déjà 5 ou 6 occasions qu'on a passées ensemble des webinaires, donc c'est un vrai plaisir pour nous. Et je te propose de dire quelques mots en introduction, voilà, sur en quoi c'est important pour vous. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous, on est ravis de ce partenariat avec Entreprises Engagées. Ça fait maintenant des années qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai qu'on est ravis de se faire ce webinaire aujourd'hui, parce que l'IA, on sait, c'est un sujet incontournable qui porte à la fois des opportunités majeures, mais aussi des risques qu'il faut anticiper. Et c'est vrai que chez BPI France, on nous pose souvent la question, mais quel est l'impact réel de l'IA sur la durabilité et comment fait-on concrètement ? Alors, c'est vrai que dans les opportunités, on le sait, on peut optimiser les ressources, par exemple le pilotage d'une flotte logistique pour réduire les trajets, les émissions de CO2. Ça, on l'avait vu lors de notre premier webinaire qu'on avait fait ensemble, Jean-Philippe, sur l'IA et la durabilité. Mais à l'inverse, on sait qu'il y a des consommations énergétiques qui sont liées aux modèles et aux usages qu'on génère à chaque requête. Et c'est vrai que l'équation n'est pas si simple finalement. Et puis, s'ajoutent aussi des enjeux éthiques, parce que l'IA reste un outil à notre image, et on peut reproduire nos biais autant que ça peut aussi nous aider à les corriger. Donc, il faut cette vigilance également. Et aujourd'hui, on va essayer de défricher ces questions, comprendre où se situent les risques, où se trouvent les leviers positifs, et puis comment concrètement les entreprises, les PE, PME et les personnes physiques peuvent accompagner une IA plus responsable. Et pour cela, c'est vrai que je suis ravie de pouvoir faire ce webinaire avec toi, Jean-Philippe, et toi, Jérôme. Donc, merci beaucoup pour votre expertise, votre présence aujourd'hui. Alors, merci Stéphanie. Le déroulé, le planning de ce jour, vous le voyez à l'écran. On va résumer, contextualiser de quoi on parle pour repartager les fondamentaux de ces sujets de IA et durabilité, de quoi on parle. On parlera également de Green AI. On laissera la parole à Jérôme sur la dimension éthique. Voilà. Et on partagera un maximum d'informations, d'inspiration. Donc, vous le verrez sous forme de QR code que vous allez pouvoir récupérer, scanner, sous forme d'URL aussi qu'on partagera dans le chat au maximum. Et le but, encore une fois, c'est que ce soit le plus pratique pour vous, que ça puisse être mis en application. Donc, je propose sans plus tarder de passer à la suite. Donc, un rapide quelques mots sur nous. Donc, je suis Alexis Godino, le cofondateur d'Entreprises Engagées et dirigeant. Nos sujets traitent de la durabilité, évidemment, c'est un sujet pour nous également, c'est un sujet, je pense, pour toutes les entreprises, toutes celles qu'on accompagne, et d'ailleurs, c'est un sujet qui nous dépasse, c'est-à-dire qu'il est déjà inscrit dans le quotidien de toutes les personnes qui nous entourent, même quand on ne maîtrise pas ces sujets. C'est pour ça que ça nous tenait aussi à cœur de nous investir sur cette thématique, pour pouvoir ensemble définir une ligne rouge de bonne conduite, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, quand, de quelle manière, sur ces sujets de durabilité. Et on intervient plus globalement sur des sujets de stratégie RSE, de stratégie climat et d'évaluation sur les sujets de performance RSE. Sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Philippe. Justement, est-ce que tu peux te présenter plus en détail et puis à ASI également?
Oui, merci beaucoup Alexis. De nouveau, bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Alors, d'autant plus ravi que peut-être que certains avaient déjà assisté au premier webinaire qu'on avait réalisé en juin dernier. Et finalement, en l'espace de 6-8 mois, on se dit que ça va à une vitesse de dingue. Et donc, tout l'objectif ce matin, c'est de vous partager, alors aussi avec beaucoup d'humilité. Vous verrez, on va partager des chiffres et des convictions, mais en fait, ça bouge tellement vite que ce qui est vrai aujourd'hui le sera peut-être un petit peu moins dans quelques mois. Donc, l'objectif est plus, voilà, d'échanger des convictions et en tout cas des grandes tendances, du vécu, du ressenti, et puis amener aussi à échanger et partager. Alors, moi j'ai le plaisir de travailler chez ASI, qui est une société à la fois de conseil et de technologie. On est entreprise à mission, ce qui est un petit peu atypique dans le monde de la tech, et l'idée est vraiment de pouvoir promouvoir l'inclusion et le numérique responsable. Et donc évidemment pour nous, la dimension de l'IA et de la durabilité, c'est extrêmement important. Et c'est aussi très compliqué, pour tout vous dire, là aussi avec beaucoup d'humilité, parce que c'est simple de faire du chat GPT, mais imaginez quelque chose qui soit plus économe et plus raisonnable. Et c'est une bataille de tous les jours. Et l'objectif aussi, aujourd'hui, est de vous partager quelques pense-pas bêtes et quelques idées autour de cela. Alors, pour démarrer, je vous propose juste quelques petites planches pour bien repréciser un petit peu le contexte et l'évolution du contexte. Alors, même si, évidemment, l'IA générative, ça nous semble maintenant rentrer dans notre quotidien, évidemment, quelques chiffres à vous partager. Alors, on a essayé de faire des chiffres les plus récents possibles, et donc au travers de 2 études. La première, donc en haut à gauche, aujourd'hui, on estime qu'un peu plus de la moitié des PME, PMI utilisent véritablement aujourd'hui l'IA générative. Alors, OK, on va dire qu'on enfonce une porte ouverte, mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est l'accélération, puisqu'on est passé de 30% en 2024 à 55% début 2026. Donc, c'est la dernière étude de BPI sur le sujet. Donc, on voit voilà, une inflexion extrêmement forte et finalement rentrer dans on va dire, le quotidien. Alors, soit de manière structurée et organisée, soit parfois de manière un petit peu plus sournoise. Vous savez, on parle beaucoup de shadow IT, aujourd'hui on parle de shadow IA, où on utilise un peu dans son coin sans forcément en informer les équipes informatiques, des outils comme ChatGPT, Claude, etc. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devient un outil incontournable. OK, ça c'est la vision entreprise. L'autre point aussi intéressant, c'est la part des Français, maintenant on prend un petit peu de hauteur, qui utilisent l'IA générative. Et donc ça, c'est la dernière étude du Credoc que je vous conseille d'ailleurs, qui est sortie il y a une semaine environ, qui est passionnante, qui décrypte justement les usages des Français vis-à-vis du numérique de manière globale. Et là aussi, ce qui est assez impressionnant, c'est la pente de croissance, puisqu'on prend 28 points en l'espace de 2 ans quant à l'usage de l'IA. Donc voilà, à l'échelle de la France, ça devient extrêmement important. Et donc, finalement, le constat, c'est que ça y est, c'est devenu un outil au quotidien. Donc, la question n'est plus vraiment de est-ce qu'on doit l'utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de quelle manière et pour quels usages. Un point à droite, justement, par rapport aux usages, vous avez finalement une infographie qui essaye de présenter les principaux usages de l'IA générative dans les entreprises. Bon, sans grande surprise, la plupart d'entre nous, on l'utilise pour produire des contenus, quel qu'il soit, et vous avez en vert à chaque fois la vision fin 2025, et ensuite les années précédentes dans les couleurs assurées. En fait, le seul point que j'aimerais vraiment vous partager, c'est le numéro 2. Je pense qu'il y a 6 mois, d'ailleurs j'en suis sûr, il y a 6 mois on n'en parlait pas. C'est la recherche et l'analyse de données, d'informations, et en particulier la recherche web. On voit depuis maintenant un peu moins de 6 mois une explosion. Alors ça a été surtout vrai à l'occasion du Black Friday de fin d'année dernière, ou ChatGPT, ou Perplexity, voilà, tous ces outils du quotidien sont de plus en plus utilisés pour rechercher au détriment de nos outils traditionnels, je pense à Google en particulier. Alors la part de marché reste évidemment très différente, mais pour autant, c'est un symptôme extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus d'utilisateurs, et dans les entreprises, on utilise des outils conversationnels d'IA générative pour se renseigner, trouver des entreprises sur le web, plutôt que d'aller sur Google. Et donc, ça pose là aussi, et on va y venir juste après, une question extrêmement importante sur la consommation que ça induit. Et puis, vous avez ensuite les autres usages, mais on va passer un petit peu plus vite sur ce premier point. D'ailleurs, une question pour toi, Jean-Philippe, très directe. Est-ce que pour ces slides, as-tu utilisé l'IA? Voilà. Alors, oui et non. C'est une magnifique réponse. En fait, je l'ai utilisé pour que l'IA me challenge, finalement évalue la qualité du travail. C'est-à-dire que j'ai défini un prompt en fonction des sujets, en fonction de la thématique du jour, et j'ai demandé à l'IA générative, j'en ai même demandé à 2 IA génératives, de pouvoir évaluer les planches et l'adéquation des planches par rapport au sujet. J'espère en tout cas que les notes seront aussi partagées par toutes et tous qui regardent ce matin ce webinaire. Alors,
un petit clin d'œil, parce qu'on parle beaucoup d'IA générative, mais je voulais juste bien repréciser, il y a quand même un élément important d'avoir en tête, surtout sur la partie image et contenu, c'est quoi l'IA générative? Donc, c'est une catégorie, on va dire, assez spécifique de la notion d'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs tout sauf une notion récente. L'IA, ça existe depuis les années 50, donc voilà, il y a vraiment cette partie générative qui marque une vraie transformation. Mais l'IA générative, comme son nom l'indique, c'est une IA qui ne crée pas de contenu. Alors, je modérerai peut-être un peu mon propos avec les évolutions récentes, mais ça ne crée pas, ça génère de la donnée, du contenu, et du contenu parfois musical, artistique, à partir de données d'entraînement. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que ces outils, ces modèles, finalement, utilisent des masses extraordinaires de données et recombinent de manière mathématique et extrêmement élaborée ces contenus pour pouvoir répondre aux questions qui sont posées au travers de ce qu'on appelle des prompts, des interfaces de discussion. Mais ça, c'est un point important, c'est-à-dire que l'IA générative génère du contenu sur la base de données d'entraînement et donc des biais éventuels et n'est pas nécessairement en création au sens humain du terme. Et alors, dernier point, c'est évidemment un monde extrêmement foisonnant. Alors, vous allez voir une image où, évidemment, on n'y comprend rien, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. On utilise beaucoup de benchmarks, beaucoup de ce qu'on appelle de radars qui donnent la plupart des acteurs. Et donc là, c'est le radar de début janvier des acteurs IA et data orientés IA au niveau international. Donc, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que des solutions, il y en a de partout. Il y en a qui se créent tous les jours. Donc, en fait, la grande question aujourd'hui, elle n'est pas tant de l'outillage que de l'usage et du bon usage de ces outils par rapport à ses besoins réels. Et c'est ça dont on va parler juste après. Et j'ai partagé dans le chat le lien vers ce mapping, ce panorama des acteurs. Parfait. Merci beaucoup, Alexis. Alors, la grande question, c'est ça, mais pour de vrai, au-delà du discours marketing, de tout ce qu'on veut bien raconter autour de l'IA, est-ce qu'il y a vraiment une place pour cette notion de durabilité avec de l'intelligence artificielle générative? Alors, juste pour démarrer, je voulais vous repartager une définition. Alors, je pense que c'est celle qui fait foi aujourd'hui, donc de la commission de Brundtland, donc en 87, des Nations Unies, qui a défini cette notion de durabilité. Et donc, qui l'exprime de cette manière, c'est la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Voilà. Et là, on touche un sujet, vous allez le voir par la suite, qui est effectivement assez important, sur la consommation actuelle par rapport à nos capacités de demain et après-demain. C'est pour ça que le sujet est compliqué. C'est pour ça que vous verrez, j'espère en tout cas, de la nuance, parce qu'on ne peut vraiment pas avoir une approche binaire sur ces thématiques. Ouais, je pense que ça parlera à chacun. C'est vraiment quel monde on va laisser à nos enfants. Et là, pour l'instant, il y a une trajectoire qui peut être prise et comment est-ce qu'on peut être plus dans la durabilité. Exactement. Alors, histoire de mettre tout de suite les pieds dans le plat, petit clin d'œil, vous avez vu peut-être il y a quelques mois une communication de Moderna, alors qu'on a tous découvert à l'occasion du Covid en 2020, qui a fait un choix, et un choix qu'ils ont revendiqué, alors qui peut être taxé de marketing, mais néanmoins d'autres entreprises sont en train de le faire, mais le revendiquent moins, c'est de fusionner en fait les activités IT, IA avec les ressources humaines, dans lesquelles en fait leur vision est de dire qu'aujourd'hui ils considèrent les agents IA finalement comme comme une équipe en capacité de pouvoir produire et délivrer, et que de fait la vision doit être commune entre les équipes RH traditionnelles et les équipes informatiques. Et alors, sans citer, mais vous avez un très grand cabinet de conseil international, il y a quelques semaines, qui a revendiqué aussi un petit peu sur la même thématique en disant: nous avons 65 000 collaborateurs, nous avons 40 000 collaborateurs physiques et 25 000 agents IA qui nous aident à travailler. Je ne porte pas de jugement sur cet élément-là, mais on voit quand même apparaître de plus en plus le fait de dire que ces outils rentrent dans le quotidien et deviennent finalement des outils, des capacités de production au même titre que les équipes dont on compose chacune de nos entreprises. Je précise que tous les liens sont disponibles en flashant le QR code qui est présenté par Jean-Philippe dans chaque slide. Pour ceux qui ne l'auraient pas, parce qu'il y a une question à ce sujet, je vais tâcher d'y répondre. Et sinon, dans le replay, vous aurez l'ensemble des QR codes et des sources disponibles. Voilà. Alors, premier point, une fois qu'on a dit ça, OK, on a mis les pieds dans le plat, quelques éléments importants. Le premier point, c'est que en fait, l'intelligence artificielle générative, elle est branchée et même extrêmement branchée, si j'ose dire, parce que évidemment, le premier point dont on parle beaucoup, c'est la consommation électrique et surtout l'explosion de la consommation électrique. C'est qu'on considère qu'entre fin 2024 et 2030, on va doubler le besoin de consommation électrique des centres de données essentiellement tirés par l'IA. Okay, entre 1,5% et 3%, on peut se dire ouais, mais finalement, ce n'est pas beaucoup au niveau global. Oui, sauf que quand on rentre dans les détails de la consommation énergétique, aujourd'hui, on considère que l'ensemble des data centers en prévision
vont consommer autant que, par exemple, un pays comme le Japon. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui dans des effets de masse où voilà, c'est une fuite en avant, et je pense que vous avez vu ces derniers jours, voire même ces dernières heures, les annonces qui ont été faites par les très grands opérateurs d'IA générative sur les investissements titanesques de centres de données, parce que, évidemment, la puissance d'une IA est directement corrélée à l'infrastructure qui permet de faire tourner les modèles, et que si on veut continuer à développer, on a besoin de toujours plus de puissance, donc d'électricité, donc ce qui explique aussi cette dynamique de fuite en avant, en tout cas d'accélération très forte. Juste, vous remarquerez, ce qui est assez corrélé sur le schéma de droite, c'est que voilà, on était à 415, on passe à 945, donc c'est même plus qu'un ratio de 2 en projection de consommation. Donc évidemment que l'IA est branchée, mais l'IA aussi, l'IA a soif, c'est-à-dire que évidemment, on a aussi des équivalents et des consommations d'eau sur le refroidissement et toutes ces problématiques. Alors, un point important là aussi, en toute humilité, vous voyez beaucoup de chiffres. Alors, comme tout chiffre, évidemment, ils sont faux, mais ils donnent des grandes tendances. Il y a aussi du marketing parfois associé à cela, mais néanmoins, c'est important de vous donner certaines visions. Le premier point, c'est combien consomme une requête, par exemple, d'un chat GPT ou un Gemini chez Google. On estime aujourd'hui qu'une consommation consomme environ 0,3 millilitres d'eau par requête effectuée. Alors ça, c'est la communication des grands éditeurs, Google, OpenAI. Ensuite, vous avez en parallèle des études académiques qui ont évidemment voilà, un parti pris un petit peu différent, et eux estiment que la réalité est plutôt entre 10 et 25 millilitres par requête. Il y a quand même, vous voyez, un léger ratio de différence. Mais pour autant, il faut bien qu'on ait conscience de ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'on utilise ces outils, ça consomme de l'eau. Alors, ça consomme de l'eau de quelle manière? Et ça, c'est un point important. Je vous ai mis en haut l'estimation de la consommation qui a été faite pour l'entraînement à l'origine de ChatGPT 3. On peut dire que c'est relativement raisonnable à l'époque. Et donc, si maintenant on se projette pour l'année prochaine, on estime qu'avec tout l'usage et l'explosion de l'usage de l'IA générative, on sera sur des volumes de consommation de 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes au niveau mondial. Alors, pour donner juste un ordre d'idée, ça représente quoi? Ça représente entre 4 et 6 pays de la taille du Danemark en termes de consommation d'eau. Et au final, ce n'est pas tant, vous savez, on parle beaucoup d'effets rebond dans l'IA générative et de l'inférence, ce n'est pas tant l'entraînement des modèles aujourd'hui qui consomment, mais évidemment la démultiplication des usages, et des usages réellement utiles, des usages parfois un petit peu plus gadgets. Je ferai juste un petit clin d'œil, je pense que vous avez vu fin de semaine dernière la trend de ChatGPT avec la caricature, où on demandait à ChatGPT de faire une caricature visuelle de ce que l'on est, de toutes ces interactions. Voilà, ça c'est l'exemple type où on crame énormément d'énergie pour au final un livrable. Objectivement, on peut questionner un petit peu l'intérêt quand même d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour faire ça. Je veux bien rebondir là-dessus. Alors, on voit que c'est très énergivore et consommateur d'eau. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui se disent au quotidien, j'utilise l'IA, je m'y intéresse, c'est quoi la reco? Est-ce que c'est de moins en faire? Est-ce que c'est de la faire différemment? Est-ce que c'est de ne pas en faire du tout, peut-être? Alors, c'est justement ça. Merci beaucoup pour la transition, Alexis. C'est aussi d'avoir conscience qu'en fonction des requêtes que l'on fait sur l'IA, on n'a pas le même niveau de consommation. Donc, vous voyez, là aussi, un petit benchmark entre une recherche Google et des recherches GPT, génération d'images et génération de vidéos haute définition 5 secondes. En gros, aujourd'hui, générer une vidéo, c'est 2800 fois plus énergivore qu'une requête simple sur ChatGPT. Donc, en fait, pour répondre à ta question, Alexis, c'est déjà de se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser l'IA et dans quel est mon contexte réel d'usage. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, un point aussi pour prendre conscience de cet usage, c'est le site Comparia. Je ne sais pas si certaines et certains d'entre vous ont eu l'occasion de le découvrir. C'est quelque chose d'assez récent, porté par la République, enfin, par le gouvernement, et c'est assez génial. Alors, si vous me permettez de partager mon écran. Voilà, donc ça me permet justement, merci Jean-Philippe, on voulait du concret, on voulait de l'opérationnel, de montrer quel choix, quel IA je dois choisir moi en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je peux retenir de ce webinaire concrètement et mettre en application dès aujourd'hui, dès demain. Donc, Comparia est donc un site, vous avez l'URL qui apparaît, dans lequel, en fait, c'est un site qui vous permet de faire une battle, un combat, un benchmark entre deux modèles d'intelligence artificielle générative. Le principe, c'est quoi? C'est vous renseignez un prompt et vous choisissez les deux modèles que vous souhaitez évaluer. Et en fait, l'outil est extrêmement intéressant parce que non seulement il va vous faire une évaluation du rendu, donc en fonction de votre prompt, vous voyez le résultat entre les deux intelligences artificielles génératives,
Donc, évidemment, après, vous pouvez voter. Voilà. Et ensuite, surtout, ce qui est top, c'est qu'il vous donne l'impact énergétique, c'est ça dont on parle ce matin, du modèle et du prompt que vous avez réalisé. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que vous voyez véritablement, finalement, ce que consomme, ce que coûte, d'un point de vue énergétique, environnemental, global, la requête que vous avez saisie. Et là, on se rend compte finalement de l'impact réel, hein, de tous les petits prompts. Finalement, on se dit, ouais, moi, dans mon coin, dans ChatGPT, ou dans Claude, ou autre, ou Mistral, bah, c'est pas grand-chose. Oui, sauf que ça, plus ça, plus ça, au niveau global, ça prend des proportions énormes. Et donc, en fonction des modèles, vous avez voilà, les résultats. Vous voyez, selon les modèles, bah, l'impact de consommation énergétique et surtout l'équivalent en génération de CO2, d'heures d'usage d'ampoules LED et de consommation de vidéos en ligne. Vous savez, pendant très longtemps, on a dit que voilà, c'était la consommation vidéo qui est le streaming qui consommait énormément. Mais regardez l'impact d'un prompt, ça fait 30 minutes de vidéo en ligne, l'équivalent d'une consommation de 30 minutes de vidéo en ligne. Donc, c'est ça qui est important aussi d'avoir conscience. Et dans nos entreprises, c'est majeur, c'est de faire prendre conscience qu'un prompt, ça consomme. Et selon la manière dont on fait le prompt, ça consomme plus ou moins, et on y reviendra. Et ça, c'est finalement déjà une des premières bonnes pratiques de la durabilité, c'est d'avoir conscience de cela. Alors Jean-Philippe, justement, pour celles et ceux qui nous regardent et qui se posent la question, voilà, est-ce que j'utilise ChatGPT, Mistral, Gemini, Copilot? Voilà, on en est beaucoup dans ce cadre-là. Est-ce que justement Comparia peut leur permettre de faire un choix éclairé d'un point de vue impact sur l'environnement? Alors, en tout cas, ça peut leur permettre de voir effectivement à la fois l'impact environnemental et la qualité de rendu. Donc, c'est une manière effectivement de voir les choses. Et surtout, c'est un site qui mêle plusieurs modèles. Vous savez, des très gros modèles comme ChatGPT, comme certains modèles de Mistral, de Claude, Anthropic, etc. Et des modèles qu'on appelle beaucoup plus réduits, des SLM, donc des Short Language Models, qui sont beaucoup plus verticaux, avec moins de paramètres, et donc évidemment avec une consommation énergétique moindre. Donc ça permet aussi de se dire, bah, finalement, parfois, un SLM n'est pas forcément plus mauvais ou moins efficace qu'un modèle de type OpenAI ou Claude, et que finalement, la bonne question, c'est de dire quel est le bon modèle que je dois utiliser par rapport à l'usage réel que j'en ai. Alors, juste aussi un dernier petit point, puis je vais laisser la parole à Jérôme, parce que c'est un point, l'éthique est extrêmement importante, c'est finalement ce qu'on appelle l'iceberg de l'IA générative. C'est qu'on a eu beaucoup de communication autour du coût environnemental, de la consommation d'énergie de ces modèles. Oui, c'est vrai, hein, on en a parlé encore une fois tout à l'heure, mais finalement, qu'est-ce qui consomme le plus? C'est une évidence, mais c'est juste important de le repréciser. Ce n'est pas tant la consommation initiale et l'entraînement des modèles, c'est ce qu'on appelle l'inférence, donc c'est l'usage au quotidien. Et en fait, c'est là aussi qu'on parle de l'effet rebond de l'intelligence artificielle générative, parce qu'évidemment, tous les éditeurs réduisent unitairement la consommation d'énergie de leur modèle. Mais par contre, comme la consommation explose de l'autre côté, bah, évidemment, on réduit d'un côté, mais on utilise beaucoup plus de l'autre. Et donc, mécaniquement, la consommation énergétique globale et l'impact de durabilité augmente de manière extrêmement significative. Donc, ça veut dire que la grande question sur la durabilité, elle est évidemment sur la conception des modèles, mais beaucoup sur l'usage et le bon usage par rapport à ses besoins. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Merci Jean-Philippe. Alors, ça, j'y reviendrai après. Jérôme, je te laisse la parole pour prendre la main sur la partie éthique. Donc voilà, l'éthique, après avoir parlé d'impact environnemental, on veut parler des enjeux éthiques qui sont aussi très prégnants, très présents. Et on a la chance, merci Jérôme d'accepter d'intervenir. Toi qui es chercheur, docteur, expert en éthique du numérique, tu agis et tu parles sur les sujets de data science, éthique du numérique, IA. Et voilà, à toi la parole, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Merci à toutes et à tous. Donc, je me présente, Jérôme Béranger. Donc, moi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette de chercheur associé à l'INSERM, où je suis expert en éthique du numérique, notamment dans tous les domaines de la médecine. Et en parallèle, je suis CEO de la société Goodalgo, qui est une société de prestation de services qui accompagne notamment les entreprises et les territoires, les organisations, à intégrer de l'éthique sous différentes formes en termes de consulting, de labellisation en tant que tiers de confiance, dans leurs projets digitaux, notamment d'intelligence artificielle, dès la conception, mise en place, usage et suivi. Et à mes heures perdues, je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Et je fais partie aussi du Festival international du film réalisé par IA, qui est au Palais de Festival de Cannes, pour la dimension éthique. Donc, c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous dans ce webinaire. Donc,
forcément, on l'a vu par rapport avec Jean-Philippe, je ne sais pas si on est dans une révolution numérique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une révolution d'usage technologique. On a un petit chiffre qui parle à tout le monde. On prend des entreprises comme Airbnb, Netflix, Amazon. Il leur a fallu entre 2 ans et demi et 3 ans pour avoir 1 million d'utilisateurs. OpenAI avec ChatGPT en 5 jours. Donc, on voit qu'on n'est plus du tout dans la même dimension. Et quand on fait des sondages ou autres, on le voit bien, finalement, on est plus presque dans une révolution sociétale, voire anthropologique, parce que pour la première fois, on a une technologie, notamment avec l'émergence de l'IA générative, mais il y a aussi les IA agentiques qui arrivent et qui sont très impactantes et qui ont une vraie conséquence et un impact dans les organisations et les prestations, c'est que ça touche tous les secteurs d'activité et toutes les générations, que ça soit même de l'école jusqu'à même les retraités qui sont sensibilisés par leurs enfants, par leurs petits-enfants, à être intéressés justement par rapport à l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, tout ça, il y a des applications dans tous les secteurs, sous différentes formes, mais il y a aussi forcément des risques et des biais, que ce soit en termes, bien sûr, de cybersécurité, mais bien aussi de tout ce qui est la confidentialité, la vie privée, le manque de transparence, d'explicabilité, et tout ce qui est aussi, avec les IA génératives, autour des droits d'auteur là-dessus, qui sont très impactés, voire la réputation pour les entreprises. Je fais un focus assez rapidement parce que le but, c'est d'échanger ensemble. Quand on prend un focus sur l'IA générative du type usage général, un type ChatGPT, Copilot ou autre, on voit qu'il y a des risques multiformes qui peuvent apparaître, que ce soit en termes d'imperfection. Il y a forcément des résultats qui peuvent avoir un impact en termes de biais algorithmiques, de stéréotypes, de discrimination en termes de population, et aussi en termes de tout ce qui est droit d'auteur, de droit de propriété intellectuelle. Et c'est là où il faut aussi avoir une connaissance en termes de surveillance, finalement, d'exactitude des réponses, en termes de fiabilité, de robustesse des produits à voir ensemble. Il y a aussi, forcément, ça enclenche des risques en termes de cyberterrorisme, cybercriminalité, des cyberattaques, parce qu'avec l'IA générative, finalement, ça reste un outil qui à la fois peut être bienveillant, mais aussi mal utilisé, peut avoir des conséquences un peu dramatiques en termes de la société, que ce soit même en termes de contournement de garde-fous. Et pour la première fois, finalement, on peut se dire que notre rapport à la vérité, à la connaissance, il est en train de changer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, comme disait saint Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois, on ne peut plus l'appliquer désormais, quoi. Ça, c'est clair. Et donc, c'est vrai que ça a un impact, même géopolitique, systémique, en termes des enfants, même de dépendance technologique. Est-ce qu'on ne va pas perdre son esprit critique, finalement? Est-ce que la diversité de la culture générale va se perdre, ou finalement, on peut utiliser l'outil comme un outil vraiment d'acculturation aussi? C'est là où il y a tout un système d'éducation à réadapter et à réformer, parce qu'on le voit bien, moi, quand je prends ma casquette d'entrepreneur ou je vais sur le terrain, je n'ai jamais autant parlé humain que depuis que j'accompagne les projets digitaux, notamment d'IA, au sein des entreprises. Et on voit que même les fiches métiers, les profils demandés désormais pour les mêmes métiers, sont en train de changer. Et donc, il y a une vraie adaptation de l'éducation, de l'école et même des universités, parce que la demande et les besoins de la société civile pour tel ou tel profil de métier sont différents, et ça en quelques années. Donc, ça pose des vraies questions qui sont même d'ordre anthropologique, anthropomorphique, parce qu'on peut même se demander finalement quel est le sens que j'ai par rapport au travail, quelle est ma place en tant qu'humain par rapport à la machine. On l'a vu avec des exemples de Jean-Philippe, il y a des entreprises qui ont des agents IA qui sont quasiment maintenant plus en volume que des agents humains, quoi. Et donc, ça interpelle vraiment à ce niveau-là. Jérôme, une question, j'en profite. On parle beaucoup de souveraineté en ce moment sur ces sujets d'IA. Ouais, et celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que toi, tu as un avis sur la question de l'éthique, justement? Est-ce que l'IA américaine, l'IA chinoise, l'IA française ou européenne, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut comparer ces risques éthiques en particulier?
Oui, alors quand on parle d'éthique, c'est ça qui est toujours un peu ambivalent, mais c'est-à-dire qu'il y a l'éthique de la France n'est pas la même que l'éthique même en Allemagne, ou que même encore plus que quand c'est en Russie, en Asie, voire aux États-Unis. L'éthique même de la France à l'instantané ne sera pas la même que celle de hier et de demain, parce qu'elle est impactée et influencée par la géopolitique du moment, les mœurs, les cultures, les coutumes aussi, les comportements de l'entreprise, voire du territoire. Et donc, tout ça, ça a un impact. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours associé à des valeurs humaines et il y a un socle quand même assez intangible qui est assez universel. On parle de principes éthiques qu'on retrouve dans toutes les cultures. Par contre, il y a à peu près 20 à 30% de contextualisation, on va dire, qui fait que, de manière culturelle ou géopolitique, qui fait que ça peut être modifié. Mais c'est là où la souveraineté, alors c'est vraiment, Alexis, tu l'as bien cerné, c'est le mot, vraiment la hype du moment, hein, parce que peut-être aussi parce qu'on suit aussi l'actualité du moment. Peut-être que pour la première fois, on s'est dit, finalement, est-ce que les États-Unis seront à vie nos alliés, quoi. Enfin, concrètement, je mets les pieds dans le plat, mais c'est ça, quoi. Et quand on voit qu'il y a plus de 70% à 80% de toute la tech qui est un peu quand même fortement influencée, voire dépendante des Américains, ça interpelle. Et donc là, on agite un peu les drapeaux de la peur ou de la vigilance, en tout cas là-dessus. Et c'est là où il faut avoir la réflexion. Mais on peut avoir la même réflexion sur l'environnement durable. C'est-à-dire qu'il y avait juste avant les grandes vacances de l'année dernière, c'était vraiment la notion phare, même au niveau de l'État. Le gouvernement avait mis en avant l'environnement durable et pour raison. Et je trouve que depuis quelques mois, cette notion-là est un peu moins mise devant les feux de la rampe et au détriment maintenant de la souveraineté. Or, les questions, et Jean-Philippe l'a très bien dit, la problématique et les impacts environnement durables ne se seront pas arrêtés pour autant. Donc voilà, c'est une question aussi d'actualité, je pense. Pour revenir à l'éthique, ce qui est important à voir, je pense, c'est se dire que c'est une régulation qui est en articulation avec justement le juridique. Et on le voit, on a l'AIACT qui est sorti et qui va être en application officiellement en juillet 2026 sur une IA digne de confiance. Mais voilà, il y a toujours une régulation qui peut être complémentaire. Et c'est l'éthique qui peut l'apporter là-dessus parce qu'il y a une zone grise où finalement le juridique n'a pas eu le temps de légiférer ou en tout cas n'a pas pu répondre à tous les paramètres. Ce que moi j'aime bien dire en quelques secondes, mais c'est que quand on parle d'éthique, il faut pas avoir une vision systémique. Quand on parle d'évaluer d'un point de vue éthique un projet digital, il faut avoir déjà des réflexions sur tout ce qui est la data, toutes les questions autour de la donnée numérique qui finalement va alimenter le système algorithmique. Quand on a dit ça, après, il faut avoir des réflexions aussi sur tout ce qui est l'algorithme en tant que tel, sa robustesse, sa fiabilité, son explicabilité, sa transparence. Après, il faut aussi, en termes d'entreprise, se projeter en se posant des questions sur les interfaces. Ce que j'appelle, moi, l'éthique du système, c'est les interfaces homme-machine, savoir les fonctionnalités, comment ça marche, est-ce que l'utilisateur a toutes les compétences pour bien utiliser la solution d'IA ou pas, et avoir aussi une vigilance sur le contexte, l'environnement écologique, bien sûr, mais aussi géopolitique, religieux, culturel, technologique, sanitaire, parce qu'on le voit bien, un projet d'IA n'a pas la même portée ou la même impact, que ce soit en pleine crise sanitaire, Covid, ou géopolitique avec la guerre en Russie, en Ukraine, qu'avant ou après. Et donc tout ça, il faut prendre en compte le contexte général là-dessus, et aussi en termes de pratique et décision et l'impact que cela peut avoir dans une organisation. Donc on voit que finalement, l'éthique, c'est quelque chose qui est très transversal et qui est totalement en phase finalement avec le numérique qui elle-même est transversale et systémique. Alors j'ai fait un focus parce qu'on le voit souvent, c'est un phénomène qui s'est développé extrêmement vite finalement dans les entreprises, c'est le phénomène de shadow IA. C'est quoi? C'est la façon de se dire que c'est des salariés qui utilisent de l'IA de manière individuelle, mais sans le dire forcément à leur hiérarchie, voire à leurs collègues. Et ça entraîne forcément des risques majeurs
que ce soit de sécurité de la donnée, de la confidentialité, est-ce qu'ils font un bon usage ou pas, comme c'est caché, c'est là où ils ne rentrent pas dans des règlements d'intérieur ou autres. Et puis, ça met à mal aussi finalement la performance collective face à la dimension individuelle. Or, on le voit que des projets d'IA, quand c'est assumé, quand c'est pris de manière collective, ça peut avoir vraiment un vrai intérêt de dialogue entre les corps de métier qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Mais si on est en mode individuel, là, ça va amplifier comme une caisse de résonance le côté silo et individualisant. Ça, c'est sûr. Donc, pour des solutions là-dessus, c'est de comprendre pourquoi le salarié, il cache finalement le travail qu'il fait avec l'IA et d'instaurer vraiment une organisation, une gouvernance, une politique d'usage autour de l'IA au sein de l'entreprise de manière collective et aussi de se dire quelle est la place, la valeur que je dois apporter en tant qu'humain ou de manager par rapport à des applications d'IA qui sont ultra spécialisantes et de plus en plus pertinentes. Alors bien sûr, dans les organisations, moi je le vois sur le terrain, on peut par des actions, que ce soit d'acculturation, en créant des groupes de travail ou des formations qu'on met en place, on peut acculturer les entreprises à bien intégrer l'IA au sein de leurs organisations. Pour ça, il faut forcément augmenter, faire croître l'esprit critique des utilisateurs, encourager un apprentissage avec l'IA, mais savoir travailler sans l'IA aussi pour pas finalement créer des silos entre celui qui n'utilise pas l'IA et celui qui l'utilise. Et ça, c'est aussi pour limiter la dépendance technologique, bien sûr. Mais les services RH ont énormément de travail pour se mettre en relation finalement avec le service juridique, bien sûr, de com, mais aussi le digital, pour notamment bien comprendre les compétences sociales que l'entreprise a besoin pour être un bon utilisateur, un bon manager. Et la question des juniors, forcément, se pose, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y a certains métiers, oui, qui peuvent être amenés à disparaître, c'est une chose, mais il y a beaucoup de métiers qui sont amenés à se réinventer, ça c'est sûr. En tout cas, les fonctions et les missions d'un même métier sont en train de changer. Et la question des juniors se pose parce que, on le voit bien, les grandes entreprises commencent en plus, les tensions économiques font que c'est compliqué financièrement pour beaucoup de secteurs. Et donc, ils privilégient un peu moins de juniors à recruter, mais des juniors qui sont une grande maîtrise de l'IA, une très grande culture générale du secteur aussi. Et donc, il y a une vraie tension au niveau des métiers là-dessus. Alors, pour ne pas aller trop déborder mon temps de parole, quelques actions qui reviennent, souvent, il faut renforcer la connaissance finalement du secteur, des besoins du client, savoir les attentes et les exigences humaines, avoir un plus grand contact encore avec le lien humain finalement, d'écoute. La collaboration doit être interdisciplinaire, ça c'est hyper important, et intégrer une vraie culture du digital basée sur l'éthique bien sûr, sur la responsabilité, sur la souveraineté, avoir une bonne connaissance de ça, et donc bien sûr écologie, éco-responsabilité là-dessus, et se dire qu'il faut casser ces silos organisationnels justement et de mettre un sens au travail là-dessus. Alors, les actions qui reviennent souvent, c'est de repenser les compétences. Ça, c'est clairement dans tous les secteurs d'activité, même les secteurs d'activité dites artisanat ou de manuel. Il n'y a pas que les secteurs du tertiaire ou de l'intellect qui sont impactés par l'IA. Moi, je le vois, je travaille avec les compagnons du Tour de France, je peux travailler avec des pompiers, etc. Tous les secteurs des corps de métier sont intéressés et voient l'intérêt que peut avoir l'IA et les opportunités, mais aussi les menaces. Et donc, pour cela, il faut apporter un cadre éthique responsable pour garantir vraiment que l'usage que vous faites ou la conception que vous faites de l'IA soit éthiquement acceptable et qui répond à la fois aux attentes finalement des professionnels, mais également, et ça c'est très important, aux exigences de l'utilisateur, voire des clients. Et il faut pour cela repenser les processus internes de l'entreprise de manière agile, ça ils savent le faire, mais surtout en intégrant une vraie interaction homme-machine là-dessus. Alors pour finir,
tout cela, qu'est-ce qui revient souvent? C'est une formation en interne, en continu, des directives par des chartes éthiques, par des règlements d'intérieur, par des guides de bonne pratique que les entreprises peuvent mettre en place, tester les différents les algorithmes aussi, si vous avez les opportunités par des tiers de confiance ou en interne, et avoir vraiment un guide de bonne pratique, un référent éthique, c'est-à-dire de plus en plus les grands groupes ont des digital ethics officers donc un garant, on va dire, de l'éthique du numérique, qui peut avoir un profil juridique, mais qui peut être aussi data scientist en fonction des besoins de l'entreprise. Voilà, je suis resté dans les 15 minutes, je ne voulais pas trop dépasser. Je fais juste si ça vous intéresse, tous ces sujets-là, j'ai un dernier livre illustré qui est sorti sur une approche à la fois réelle et d'anticipation autour de l'IA et l'impact dans la société, qui s'appelle le Journal de Mev, qui est pour de 14 ans à 99 ans, à la fois du texte et de l'illustration. Le but, c'est d'acculturer, c'est un peu une de mes missions, en tout cas, dans mes différents profils et casquettes, c'est d'acculturer les entreprises et les citoyens aussi, finalement, à comment appréhender ce virage technologique, parce que Jean-Philippe et Alexis et Stéphanie l'ont très bien dit, on n'est qu'au début de cette émergence, en tout cas, de l'IA multiforme qui apparaît. Merci Jérôme. Et j'en profite pour prendre quelques questions parce que j'ai vu qu'elles ont été assez nombreuses. Donc, comme promis, on tâche d'y répondre au maximum. Donc, une première et peut-être pour vous deux, à la fois Jérôme et puis Jean-Philippe, une première de Laurent Chasset qui nous fait part de faisons un petit effort de communication pour citer et valoriser les différents acteurs, notamment les acteurs européens, si nous voulons préserver notre éthique, nos valeurs. Qu'en pensez-vous? Et vous, si on devait citer les acteurs éthiques, responsable? Alors, je ne peux que dire un immense oui, et ça tombe bien, on va en parler juste après. Donc voilà. On y vient. Un petit teasing sur ce qui va suivre. Une réponse, Jérôme, sur ce sujet, toi de ton côté, est-ce que non, tu dis bien sûr, il faut toujours mettre en avant finalement les acteurs territoriaux et européens qui sont garants un peu de la souveraineté aussi au niveau européen, que ce soit des régulateurs comme les éditeurs finalement d'IA souveraine là-dessus. Donc, moi, j'encourage là-dessus. Après, je trouve quand même que la communication se fait quand on regarde les différents réseaux, que ce soit LinkedIn ou autre. Voilà, on a quand même une visibilité des acteurs en commun. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, là, en ce moment, là, se passe au Festival de Cannes, il y a au Palais de Festival de Cannes, il y a le Congrès international de l'IA actuellement, qui est porté par la France depuis 3-4 ans, par l'Institut Europia. Et c'est vrai qu'ils mettent en valeur beaucoup les acteurs européens. Donc ça va dans le bon sens, je trouve. Ok, merci. Et j'en profite pour prendre une deuxième question avant de redonner la parole à Jean-Philippe. On nous parle de la certification ISO 42001, qui est justement un système de management de l'intelligence artificielle en entreprise, qui est en fait très peu connu, plébiscité, adopté aujourd'hui par les entreprises. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ces sujets-là, ça devrait être peut-être une norme pour demain pour les Oui, bien sûr. Moi, à part si Jean-Philippe, tu veux commencer. Cette norme, c'est une norme que nous, alors je n'ai pas détaillé ce qu'on fait nous chez Goodalgo, mais en partie, on est tiers de confiance et on a développé un label éthique qui permet d'auditer, d'évaluer d'un point de vue éthique et avec de l'IA compliant aussi, toute la conception, mise en place, usage et suivi des systèmes d'IA pour les entreprises. Et bien sûr, dans les référentiels, on y incorpore cette norme ISO pour la partie notamment des managers et comment finalement la bonne utilisation des IA par rapport à l'utilisateur. Et ça, c'est très important. Merci. Alors, je te redonne la parole, Jean-Philippe, parce que tu souhaitais nous présenter d'autres sujets. Oui, dans les quelques minutes qui nous restent, et puis pour laisser aussi la place au débat. Mais donc on voit parfois même le sujet peut sembler en se disant, oui, mais finalement, moi, dans mon coin ou moi, dans une entreprise, comment je peux avoir un impact ou comment je peux essayer de faire bouger un petit peu les choses. Alors, pour cela, et c'est vraiment là aussi très pragmatique, c'est plus du retour d'expérience. Premier petit clin d'œil. En fait,
une des bonnes questions à se dire, c'est IA ou pas IA. Alors, attention, mon propos n'est surtout pas de dire il ne faut pas faire d'IA, mais surtout être capable de dire quand est-ce que j'en ai vraiment besoin. Et finalement, c'est ça, c'est de pouvoir décider de manière rationnelle si l'usage de l'IA est nécessaire ou pas dans mon métier. Parce qu'on voit encore beaucoup, et moi j'ai le plaisir de pouvoir accompagner beaucoup d'entreprises sur ces sujets, où on fait de l'IA, non pas parce qu'on en a besoin, mais parce que c'est à la mode et parce que un collègue en a fait, etc., sans même se poser la question de l'impact et de est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que je gagne quelque chose dans mon métier, dans mon efficacité. Et donc pour cela, on a essayé un petit peu de prendre un peu de hauteur et on vous propose, c'est une petite grille, c'est vraiment du partage de pense pas bête, c'est la méthode ERP. ERP comme éviter, réduire et piloter. L'idée, c'est de se poser un certain nombre de questions quand on veut lancer un projet, quand on a un besoin de déploiement et de se dire, OK, en gros, mes 3 grandes questions à adresser, c'est est-ce que l'IA est réellement nécessaire par rapport à l'usage et le processus sur lequel je veux le déployer? Si oui, quel est finalement le bon niveau d'IA générative dont j'ai besoin? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas systématiquement besoin de très gros modèles à la OpenAI. On peut utiliser des modèles plus réduits de type Mistral qui marchent extrêmement bien et qui sont extrêmement performants. Et puis, si on a déployé, évidemment, comment on gouverne et on maîtrise l'usage, parce que tu le disais extrêmement bien, Jérôme, c'est-à-dire que sans gouvernance et sans maîtrise, c'est quelque chose qui n'est pas piloté, donc qui est à risque. Et donc l'idée, vous retrouvez comme cela un certain nombre de petites questions et de checklists pour vous permettre finalement de passer au crible vos sujets et vos projets IA au travers de cette méthode ERP. Et autre petit clin d'œil, c'est de se dire, OK, voilà, on a parlé plein de choses ce matin, et on voulait vous dire, il y a probablement, là aussi, des actions très concrètes, certaines simples, d'autres parfois un petit peu moins, mais à mettre en place d'ores et déjà. Et on vous propose trois grilles d'analyse à faire tout de suite, une fois qu'on aura terminé ce webinaire. C'est souvent le premier point, mais auquel on n'y passe pas suffisamment de temps, c'est de repérer quels sont les usages de l'IA déjà en place dans l'entreprise. Et moi, je vous fais un pari que le Shadow IA est évidemment extrêmement déployé. Et donc, c'est de dire juste, c'est pas de juger si c'est bien ou pas bien, c'est de dire finalement quel est l'usage de l'IA aujourd'hui dans l'entreprise et quel est le bénéfice qu'on en retire. Encore une fois, ça, c'est le point de départ. C'est probablement aussi, et tu le disais, Jérôme, c'est former un référent, avoir quelqu'un qui devient aujourd'hui le point central de compréhension et de dynamique et d'orchestration de tout ça, et de pouvoir aussi cartographier les cas d'usage métier existants avec l'usage de l'IA générative. Ça, c'est pas très compliqué, c'est rapide, ça coûte pas grand-chose et ça permet en tout cas de poser le socle. Et ensuite, on vous proposait 2 pas de temps, un pas de temps à fin mars et un à fin juin. Fin mars, c'est aussi, vous savez, l'IA, ça marche au travers de ce qu'on appelle des prompts. Alors, on est passé un petit peu vite ce matin, mais vous retrouverez dans les supports, en fait, toutes les bonnes pratiques pour avoir des prompts efficaces. Il y a plein de méthodes aujourd'hui, on vous en partage une. Mais l'idée, c'est de dire, c'est former, équiper, déployer auprès des équipes des bonnes pratiques pour pouvoir bien fonctionner sur des prompts et avoir quelque chose d'efficace. Ça a un impact immédiat en termes déjà de qualité. Vous savez, il y a un terme anglo-saxon, garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si ce n'est pas propre en entrée, on est à l'abri de réussir en sortie. C'est exactement ça. Si le prompt n'est pas efficace, le résultat ne sera pas bon ou sera déceptif. Et donc, l'idée, c'est de bien former, et ce n'est pas compliqué, vraiment, les équipes pour faire des prompts efficaces. C'est aussi pour compléter juste ce que Jean-Philippe, tu dis, moi je le vois sur le terrain, c'est une demande de formation. Ça, c'est quasiment 90%, c'est aidez-nous à rédiger des bons prompts qui évitent de faire des hallucinations, etc., que ce soit pertinent. Donc ça rentre totalement dans ton point de vue. Exactement. C'est aussi, là aussi, accepter de dire qu'il y a une vie en dehors de, volontairement, OpenAI, Claude, etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas les seuls modèles. Vous avez des modèles souverains, vous avez des modèles européens, français, francophones, qui sont plus légers, plus thématiques, plus verticaux, mais qui marchent extrêmement bien. Et donc, c'est de dire, en fonction de mes thématiques, de mon métier, etc., je vais prendre un peu le temps de regarder d'autres modèles d'IA génératifs qui peuvent répondre à un besoin et qui sera moins consommateur au global de ressources. Et puis, alors là, c'est là aussi un pense pas bête, un partage, c'est que je suis profondément convaincu que la bonne unité d'œuvre de réflexion pour déployer de l'IA générative dans l'entreprise, c'est le processus. C'est-à-dire que finalement, ce qui décrit le fonctionnement d'une entreprise, ce sont des processus. Et donc finalement, faire l'effort de raisonner, de dire sur mes process, où est-ce que je mets de l'IA, pour faire quoi, pour qui et pour quel résultat, c'est souvent une garantie, en tout cas un bon moyen de progresser et de faire en sorte qu'on ait de l'impact et de l'impact positif auprès des équipes.
Et puis, un peu plus loin, on va dire avant les vacances d'été, il y a d'autres choses aussi structurantes. C'est évidemment de la formation plus globale, c'est la politique. IA responsable, tu en as parlé, Jérôme, mais ça aussi, c'est important de se faire accompagner sur ces sujets. Il y a les enjeux de conformité à l'IA Act. Ça, on pourra aussi y revenir peut-être un peu plus tard. Et puis, accepter de challenger des outils, parce que ce n'est pas parce qu'on a déployé des outils qui sont parfois intégrés dans des suites bureautiques que c'est forcément la finalité en matière d'IA générative, et que parfois, il existe des solutions alternatives moins onéreuses et plus efficaces. Et puis, dernier petit clin d'œil, et donc ça, c'est une étude de Stanford qui était passionnante, c'est que la frugalité, ça existe aussi dans l'IA générative. Ce n'est pas qu'un slogan marketing, c'est qu'un prompt frugal, ça consomme 70% de tokens, vous savez, les éléments de consommation de moins, quand c'est bien optimisé. Et alors, 5 piliers pour un prompt frugal, c'est définir le format de ce qu'on attend, limiter la longueur du prompt, ça aussi, définir un contexte clair de ce que l'on souhaite, se concentrer sur les informations essentielles. Et puis, alors, je n'irai l'avoir dit une fois que ce webinaire sera terminé, mais écoutez, c'est probablement le seul univers où la politesse n'est pas utile, et la politesse coûte très cher. C'est-à-dire que plus on rajoute, plus ça consomme. Et donc, dans un prompt, dire bonjour, comment vas-tu, etc. Ok, c'est très bien, sauf que derrière, ayons toujours en tête l'impact et qu'il faut aller à l'essentiel. Allez, et puis alors écoutez, pour dernières 2 minutes, ça nous laissera 5 minutes de questions-réponses. On a souhaité aussi, avec toute l'équipe, Stéphanie, Alexis, Jérôme et moi-même, vous partager des ressources, parce que c'est important aussi d'avoir de la matière, au-delà de ce qu'on vous a partagé ce matin. Et donc, en particulier, vous avez depuis quelques semaines la Digital Resilience Initiative qui a été lancée en France à l'initiative de la Caisse des dépôts et de grands opérateurs publics et privés. Je vous invite à regarder, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'ils introduisent la notion de résilience numérique et pas seulement de souveraineté, avec un référentiel, avec des indicateurs. Et donc, c'est extrêmement bien fouillé. Donc, je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce contenu. On a la chance aussi, depuis maintenant un peu plus d'1 an, d'avoir lancé à l'occasion du sommet de l'IA en 2025 en France, la coalition pour une IA durable et responsable. Et donc là aussi, il y a énormément de ressources et d'éléments pertinents. L'INR qui est incontournable et qui propose un référentiel pour une IA responsable. Et puis, par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure, Alexis, il existe plein d'acteurs en France qui font de l'IA et de l'IA générative, qui développent des modèles ou qui développent des outils qui appellent des modèles. Et j'aimerais faire un petit clin d'œil à un acteur dont on parle de plus en plus en ce moment, qui est Delos, qui a vraiment pris le parti de l'IA bureautique, et qui est extrêmement intéressant, très packagé, avec de l'optimisation de prompt, de l'optimisation de consommation de modèles, et qui apporte comme ça des réponses très intéressantes dans les entreprises. Et puis, voilà, vous retrouverez aussi d'autres ressources, vraiment du contenu, de la matière, des bonnes pratiques, des fiches pratiques là aussi. Je vous invite à regarder le module pédagogique IA et environnement du Café IA. C'est génial, c'est vraiment passionnant. Et on parlait de la norme ISO, Jérôme, tout à l'heure. Il y a aussi le l'AFNOR Spec autour du référentiel général pour l'IA frugale, qui est passionnant, qui cadre en tout cas aujourd'hui les attendus et les bonnes pratiques pour se dire, OK, on peut tous faire un premier pas pour être un peu plus raisonnable et durable dans l'usage qu'on a de l'intelligence artificielle générative. Un grand merci Jean-Philippe. Et vous voyez, on voulait justement, on s'était donné pour consigne de partager un maximum de bonnes pratiques et d'inspiration. Pour mémoire, vous avez les QR codes qui sont présentés qui vous permettent d'accéder aux liens. Et évidemment, pour ceux qui n'auront pas eu le temps de le faire, le replay permettra aussi d'accéder à ces ressources. Et donc, merci pour votre patience. Voilà, si ça a été un peu rapide, parce qu'on avait beaucoup de contenu à partager. Je reviens sur la slide également avec nos contacts qui permettent, le temps qu'on prenne quelques questions, de nous contacter, voilà, individuellement par mail si vous avez des questions complémentaires. Alors, je vais repartager cette slide. Et dans le même temps, je vais prendre quelques questions. Alors, justement, il y en a une sur la réglementation européenne sur ces sujets, le fameux AI Act. Est-ce qu'on peut en parler, en dire 2 mots voilà, en quoi ça consiste? Jérôme, tu veux prendre la main? Oui, bien sûr. C'est un règlement européen qui a été travaillé pendant plus de 5 ans par la Commission européenne et différents chargés de mission. L'idée, c'est quoi? C'était un peu à l'instar de ce qui s'est passé avec le RGPD, qui était un règlement européen qui date maintenant de plus d'une dizaine d'années, sur la protection des données à caractère personnel pour les ressortissants européens. Là, c'était de développer un règlement européen qui pouvait encadrer pour les fournisseurs, mais comme les utilisateurs, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, qu'on a une IA, qu'on développe une IA ou qu'on utilise une IA,
de manière digne de confiance. Et pour la première fois, on y a intégré énormément de principes éthiques au sein de ce règlement. Donc, il est décliné par une cartographie, c'est-à-dire qu'on va associer des exigences vraiment spécifiques de transparence, de guides de bonnes pratiques, etc., de tests algorithmiques à mettre en place en fonction du niveau de risque de l'IA. C'est-à-dire que l'AI Act a identifié 4 niveaux de risque. Un niveau de risque dit inacceptable, que ce soit pour des données d'IA qui ont un impact sociétal, un peu comme les crédits sociaux à la chinoise, mais ça peut être aussi un niveau de risque élevé qui va être en fonction des secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'une finalité d'IA qui va, je ne sais pas, dans le secteur de la finance ou de l'assurance, qui va automatiser des versements de primes en fonction de profils de personnes ou de socioculturels, et ben finalement, ça va avoir un impact et ça va être dû au risque. Ça peut être dans la médecine, bien sûr. Vous pouvez imaginer que les IA peuvent être hyper sensibles et hyper contraignantes et hyper finalement dangereuse si c'est mal utilisé ou comment c'est utilisé, parce que ça touche à la donnée à caractère personnel et sensible à la personne. Par contre, il y a aussi deux niveaux de risque qui sont plutôt modérés et un dernier niveau qui est minimal, qui va juste à un spam intelligent. Bon, c'est un risque minimal. Et où les jeux vidéo, ça va être un risque minimal qui embarque de plus en plus de l'IA. Donc, on voit bien qu'à partir de ce règlement-là, l'idée, c'est vraiment d'encadrer au mieux la conception, mise en place et utilisation de l'IA au sein des entreprises pour la société. Parfait. Merci. Je veux bien enchaîner sur une dernière question, parce que je vois qu'il est quasiment midi, on s'était engagé à finir à l'heure. Une dernière question pour chacun d'entre vous, de manière concise, s'il vous plaît. On en a parlé tout petit peu d'actions concrètes. Donc là, chacun d'entre nous, on va arrêter ce webinaire et puis on va aller déjeuner avec les collègues et reprendre le travail naturellement cet après-midi. Selon vous, par quoi on pourrait commencer? Voilà, une action concrète, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on débute? Et je veux bien aussi que tous les participants nous disent dans le chat aussi ce qu'ils retiennent, un mot-clé, voilà, avec quoi ils repartent en parallèle, et comme ça on pourra conclure sur ces sujets. Jérôme? J'ai pas entendu le début de la question, c'était Une quoi? action très concrète, par quoi commencer, là tout de suite, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite, dès midi ou dès 14h, en reparlant avec mes collègues, par quoi je commence de manière concise. Voilà. Si on devait commencer par une action, quelle serait-elle? Une première action, moi je trouve, c'est déjà faire un état des lieux. C'est-à-dire de se demander, tiens, toi concrètement, dans ta pratique quotidienne, privée, voire professionnelle, si c'est dans le cadre de l'entreprise, quelles sont les actions que tu fais avec l'IA, comment tu le fais, et s'échanger un peu ça et se dire finalement, quelles sont les données que j'utilise ou pas, et comment je pourrais trouvé d'autres actions à intégrer, à utiliser en intégrant de l'IA. Voilà, je pense qu'il y a première action, c'est faire un état des lieux et après se lancer dans quelles sont les bonnes pratiques que je pourrais mettre en place. Voilà, et commencer déjà par un état des lieux, quoi. Merci Jérôme. Même question pour Jean-Philippe, une action très concrète, immédiatement applicable. Alors, il y en a une qui est plus un état d'esprit de se dire, effectivement, quand questionner son usage de l'IA générative, c'est-à-dire que quand je l'utilise, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est parfois du confort ou plutôt dicté par un effet de mode? Et puis très concrètement, c'est travailler les prompts parce que ça a un effet qualitatif pour le résultat que l'on obtient déjà, donc pour sa réalité professionnelle, premièrement. Et puis ça a un impact de durabilité parce que ça économise de la consommation énergétique et que c'est toutes ces petites actions dans le volume d'usage qui aura un impact de plus en plus fort. Et si tu me permets, juste puisqu'on avait terminé pour ça, et voilà, on pourra se quitter au travers de cela, on a voulu aussi vous partager une petite conviction sur cette synthèse, c'est que le déclin, ce n'est pas un accident, un clin d'œil par rapport au titre du webinaire, c'est-à-dire que voilà, en tout cas, il y a toujours un choix autour de cela, et que voilà, l'efficience technologique masque l'explosion des volumes gérés et avoir bien conscience de cela, et que le déclic, c'est avant tout un choix et un choix managérial sur questionner le besoin, parfois oser choisir de l'IA minimale, c'est-à-dire que c'est peut-être pas très à la mode, mais ça a beaucoup d'impact.
quand c'est bien choisi. Apprendre à mesurer et piloter, vous retrouvez dans les supports plein de liens sur des outils pour vous permettre de pouvoir mesurer l'usage et l'impact de l'UA dans votre entreprise. Et puis, dernier point, et c'est un clin d'œil aussi à Jérôme, c'est assumer la notion de responsabilité humaine autour de décisions et de contenus générés automatiquement, parce que c'est aussi un élément éthique important qui probablement sera amené à se démultiplier dans les années qui viennent. Oui, moi, juste pour rebondir là-dessus, après vraiment, je finis, mais le mot important, moi, je trouve, c'est le mot sens, en fait. C'est trouver du sens à l'usage que vous faites de l'IA, du sens au travail et du rapport que vous avez avec l'IA par rapport à ce que vous faites et ce que vous êtes. Parce qu'on le voit, ça va de prendre de plus en plus d'ampleur et finalement, bientôt, on sera presque en minorité par rapport en termes d'action à faire, en tout cas, qui est de nature artificielle ou de nature humaine, quoi. Donc, il y a une vraie réflexion anthropologique là-dessus et trouver vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous valorise par rapport à l'organisation en place, quoi. Merci beaucoup. Un grand merci à vous deux. Je décris quelques exemples, quelques retours. On a été très nombreux, encore une fois, durant ce webinaire. Donc, certaines personnes nous disent, je vais directement diffuser l'outil Comparia pour justement comparer l'impact, celui qui a été partagé. Je vais mieux cadrer les prompts que je vais utiliser. Je vais me poser la question, est-ce que j'aurais vraiment besoin de l'IA pour réaliser telle action? Voici quelques retours dans le chat. Je vais sélectionner les bonnes IA. Je vais faire un rapport d'impact environnemental, nécessité, efficacité, avant d'utiliser l'IA sur mes tâches. On a beaucoup de merci, on vous remercie beaucoup, vous avez été nombreux pour ce webinaire. Et on a des personnes qui parlent de cartographie. Et je vais effectivement faire l'état des lieux de ce qui se passe dans mon entreprise aujourd'hui. C'est tout pour nous. Un grand merci à vous trois. Donc, merci Stéphanie, merci Jean-Philippe et merci Jérôme. Comme convenu, on retrouvera le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube Entreprises engagées dans les prochaines heures, prochains jours. Et on vous souhaite à toutes et tous un bon appétit, une très belle journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde.